Merci beaucoup. Alors moi j'ai lu votre travail, pas de ce soir, mais ce que vous avez pu écrire et les très nombreux livres que vous avez commis, que je n'ai pas lus tous, bien sûr, comme une véritable anthropologie critique du libéralisme. Et alors, je voulais dire une chose que j'avais oubliée depuis très longtemps et qui est très importante. La véritable dérégulation définitive du libéralisme, c'est la rupture, la désindexation du dollar sur l'or, puisque l'or est en quantité finie et que dès lors qu'on décroche, il n'y a plus de limite. Le dollar est une monnaie qui peut se manier, et toutes les monnaies avec, puisqu'il n'y a plus la réserve d'or pour en être la caution. Ça, c'est très important. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à à votre fable des abeilles, que je trouve très savoureuse. Je suis une classique et je serai beaucoup plus soft. Je m'en tiens à Adam Smith. Hein. Adam Smith, qui est un économiste écossais, et qui est le fondateur du libéralisme, et en tout cas dont le credo peut s'énoncer ainsi, je lis, parce que là ça vaut la peine de lire, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques guidés uniquement par leur intérêt personnel, qui assurent la richesse et la richesse des nations. La richesse des nations, c'est d'ailleurs le titre de son ouvrage phare qui va inspirer toutes les, enfin je dirais même pas les politiques, qui va inspirer toute l'économie libérale que la plupart de nos démocraties, à l'inverse des économies administrées, ont rendu possible. Par conséquent, et Adam Smith parle de la main invisible, c'est un concept important. Cette main invisible, c'est la main du marché qui, dès lors que chaque individu poursuivra son intérêt particulier, équilibrera les comptes des offres et des demandes et permettra à chaque objet, à chaque produit, d'être au juste prix du marché. Voilà. Alors, voilà comment dirais-je, les sources du libéralisme actuel et de la dérégulation du libéralisme. Alors, que se passait-il quand cette dérégulation libérale, qui a fait ses preuves à certains moments de l'histoire, si nous avons le confort que nous avons et le niveau de vie, quelle que soit notre fortune que nous avons, c'est bien grâce à l'économie libérale. Absolument. Hein? Tout à fait. Par conséquent, que se passe-t-il quand cette dérégulation libérale qui a fait ses preuves à de grands nombres moments de l'histoire coïncide et se conjoint avec une période de grandes avancées technologiques, quand l'informatique, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les neurosciences vont permettre d'agir au niveau du vivant avec les procédés de l'engineering et provoquer par conséquent un emballement et un véritable hubris aux conséquences incalculables au niveau de la santé et de la médecine, qui nous intéresse au premier chef ici à la psychanalyse et médecine, mais qui également touche les domaines de l'éducation, des finances, vous l'avez parlé, de l'énergie et des ressources naturelles. Engendrement d'objets toujours plus performants, portés par un marketing toujours plus sophistiqué, rendant tous ces objets toujours plus désirables et à la portée de tout un chacun qui peut se les offrir.
suscitant évidemment tour à tour envie, avidité et frustration, ce que vous avez parfaitement... Alors, cet emballement généralisé, qui ne connaît aucune borne et invite à une jouissance sans limite, affecte-t-il, c'est ça, c'est notre question à nous, si vous voulez, psychanalystes, affecte-t-il et bouleverserait-il en profondeur l'économie psychique de nos contemporains? Alors, deux courants de pensée chez les analystes s'affrontent. Chez les analystes, certains, et les plus nombreux, posent l'extraterritorialité de l'inconscient. Sa structure est posée une fois pour toutes par Freud et dont l'œuvre a été poursuivie par Lacan, qui fera quelques écarts, mais qui restera ferme sur le fait que l'extraterritorialité de l'inconscient marque une parfaite indifférence au social qui lui est en continuel mouvement. L'inconscient, par conséquent, grâce à son extraterritorialité, ne subirait rien des variations historiques et, par conséquent, dans les crises qui traversent nos sociétés hypermodernes, il ne s'agirait que du modèle freudien du malaise dans la civilisation, théorisé par Freud, et nous avons à ce propos d'ailleurs entendu, nous en avons entendu l'illustration cette année, dans les propos de Paul Laurent Assoun qui a ouvert ce cycle, et qui nous a parlé du malaise dans la civilisation, mais également dans le travail que nous a présenté en janvier Gérard Pommier, qui, au travers des marques du pharmacone, des variables, bien sûr, mais que l'inconscient restait toujours, n'était pas affecté. D'autres analystes, mettant en cause la différence sexuelle ou la différence générationnelle et la filiation, donnent à la dérégulation libérale l'occasion de s'exercer dans le champ du symbolique. Alors évidemment, la question, par conséquent, a bousculé l'inconscient freudien. La question est d'importance pour nous cliniciens qui avons l'oreille collée au divan. Qu'est-ce que nous entendons? Alors force est de reconnaître que nous n'entendons pas beaucoup aujourd'hui l'inconscient lié au refoulement, à la culpabilité et donc à la névrose. Comme l'écrivait Chambiardi, notre président, et dans un bel article qui parut dans le Kevoy de janvier 2014, la névrose n'est plus tendance. En effet, nous entendons des patients désemparés, déboussolés, qui se plaignent de malaises diffus, pris dans des problématiques extrêmement compliquées, des fixations très précoces qui font désordre dans les corps et souvent menacés de décompensation. Par ailleurs, André Green, interviewé qui n'est pas lacanien, hein, mais enfin, interviewé quelques mois avant sa mort, évoquait à son tour les nouveaux habits de la demande. État limite, borderline, élément pervers, ultime défense contre la psychose, que nous savons, mais également des psychoses blanches. Alors, il semble que la nouveauté, évidemment, réside dans le nouveau statut de l'objet. C'est quelque chose que vous avez évoqué très brillamment. L'objet généré par l'ultralibéralisme. Si, pour le névrosé, tout objet se présente sur fond d'absence, signant le rapport du sujet à la castration, pour le sujet hypermoderne, en revanche, il s'agit d'exhiber en permanence, tel un fétiche, ce qui ordinairement se trouve dérobé, flirtant sans cesse, évidemment, avec la perversion. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'objet manufacturé, dans lequel le sujet ne se reconnaît pas. Un objet, ça se construit. Ça se construit avec le corps, ça se construit avec la tête, ça se construit avec
sa propre histoire. Tout ça, je crois que ça mériterait d'être dit, mais je ne veux pas être trop longue, je m'arrête. Je dis simplement, je termine en disant que ainsi condamné à la jeunesse et à la jouissance perpétuelle, le nouveau sujet ne peut que se trouver en proie à la fatigue, vous en avez parlé, grande fatigue, voire à la dépression, et aux addictions de toutes sortes, au désarroi et à l'effacement des repères et des limites, au-delà du principe de plaisir, avec en sourdine évidemment le travail de la pulsion de mort qui concourt à la mort du sujet. Voilà. Je vous remercie vraiment de toutes ces remarques, je trouve toutes extrêmement intéressantes. À commencer par la première, le fait que vous mettiez, repreniez ce que j'avais indiqué là comme une date importante, absolument, le point de la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est là où tout allait Voilà, rouler. absolument. Pourquoi? Parce que avant il y avait une sorte de réel, une masse d'or, vous ne l'avez pas gonflé comme ça, donc il y a une masse d'or donnée, etc. Et donc il y a une limitation à la masse volume donc, de dollars en circulation par le fait que là il y a un réel qui n'est pas extensible ni compressible. C'est ça. Et à partir du moment où vous supprimez cette convertibilité du dollar en or, vous pouvez faire exploser la masse monétaire en dollars. Par exemple, ça a été théorisé par un des théoriciens de l'école de Chicago, Milton Friedman, qui fait en sorte que donc, on entre dans le cycle donc, du fétiche, où l'argent va produire toujours plus d'argent. Le résultat de tout cela, c'est qu'avant donc 1971, le 15 juillet 1971, c'est-à-dire la décision de Nixon d'arrêter la convertibilité, l'essentiel des échanges entre les banques et les organismes financiers portait sur l'économie réelle. Voilà. Vous vendez tant de pétrole contre tant d'argent, vous achetez telle usine, vous achetez cette usine de voitures, vous la revendez, vous construisez, vous empruntez pour, je ne sais pas, faire une usine ou un barrage hydroélectrique, bref, c'est de l'économie réelle. À partir de cette date-là, la part de l'économie réelle diminue de plus en plus, la part de l'économie artificielle, financière, magique, fétiche, augmente de plus en plus avec l'accroissement donc des produits dits dérivés, qui culminera avec la crise de 2008, dont on subit encore les conséquences, où on s'est mis à, c'est ça les produits dérivés, la crise des subprimes, donc on a prêté de l'argent qu'on n'avait pas, et donc on prêtait jusqu'à 33 fois plus que ce qu'elles avaient comme actifs, alors que dans les ratios, c'est 8 à 9 fois au maximum. Donc on prêtait 33 fois plus que ce qu'elles avaient, à des gens qui n'avaient pas de quoi rembourser, au motif que ce qu'ils achetaient, les biens immobiliers qu'ils achetaient, doublaient de valeur tous les 2 ou 3 ans. Donc nous étions dans une perspective irénique de haussière continue. Ben, il arrive ce qu'il arrive, à un moment donné, ça hausse plus. Donc, on dit aux gens, ben, rendez-moi, donnez-moi l'argent que je vous ai prêté. Mais ils n'ont pas d'argent, puisqu'on leur a prêté justement parce qu'ils comptaient, eux, sur ce qu'ils allaient récupérer à la fin du processus. Et donc, c'est ça, le capitalisme financier, c'est-à-dire l'augmentation considérable donc, de produits dérivés, produits financiers dérivés, qui fait que maintenant, l'économie, la part de l'économie réelle dans l'ensemble des échanges du monde, c'est 2%, et 98% d'économie imaginaire. 80% d'économie, 98% d'économie imaginaire. Dire virtuelle. Virtuelle, bien sûr, d'économie virtuelle. Bon, alors, donc nous sommes absolument en phase sur cette première remarque.
Et c'est un moment donc de décrochage par rapport à un réel, on pourrait dire. Décrochage par rapport à un seul réel qui peut donc tenir en quelque sorte les échanges financiers. Alors deuxièmement, votre remarque sur Smith est absolument pertinente, sur la main visible bien sûr, qui est supposée harmoniser les intérêts privés par cette providence, c'est une providence, hein, donc qui remplace la providence divine. Smith n'explique pas comment ça fonctionne, mais il dit voilà, le miracle c'est que ça s'organise, c'est un miracle. Bon. Mais il faut quand même savoir, et c'est pourquoi pour cela... C'est pas un miracle, c'est la somme, c'est la somme des intérêts individuels, c'est la somme des égoïsmes intellectuels, individuels. Oui, oui, ça c'est vrai, c'est la somme des égoïsmes individuels, mais on ne sait pas comment, pourquoi ça s'harmonise. Donc il y a un effet d'harmonisation des intérêts privés. Ça pourrait très bien être disharmonique. Eh bien non, il y a une espèce d'harmonie générale qui est donnée. Alors j'insiste quand même sur ce point, c'est que derrière Adam Smith, il y a Mandeville qui a été refoulé, je l'ai dit, au moins à 3 reprises de façon importante, et il faut absolument aller voir les textes de Mandeville. C'est pourquoi j'ai publié l'an dernier directement l'édition de poche aux éditions Pocket Agora, donc 5 textes très importants de Mandeville. Je m'apprête en octobre prochain à publier un autre texte de Mandeville que j'ai découvert quand je fais l'édition de ces textes. J'ai fait une grande 100 pages de présentation de ces 5 textes de Mandeville, ce qui s'appelle donc La fable des abeilles, avec cette présentation que j'ai faite, et je m'apprête à publier un autre texte. Quand je suis tombé là-dessus, je me dis c'est pas possible, c'est un faux. C'est le texte dont je viens de parler, où il dit qu'il faut confier le monde aux pervers. Il faut absolument confier le monde aux pervers, parce que les pervers, donc rien ne les arrête, mensonges, instrumentalisation, etc., pour satisfaire ce que on dit d'appeler leur vice, leur passion illimitée pour, donc, en l'occurrence, s'enrichir. Donc il faut absolument confier le monde aux pervers, parce qu'avant il était confié aux saints, mais si vous comptez sur les saints pour enrichir le monde, vous pouvez toujours courir. Et donc avec les pervers, il n'y a pas de problème, parce qu'eux vont s'enrichir, et ça finira bien par ruisseler, puisque l'argent, il faut bien qu'ils dépensent, etc. Donc il y a vraiment Adam Smith derrière Mandeville. Il y a vraiment... C'est un Mandeville soft. Oui, Adam. Oui, exactement. C'est un Mandeville blanchi. Moi, je suis heureux, c'est ça. Et donc, avec, là, vous l'avez souligné aussi, l'idée, et vous avez raison, le capitalisme nous a sortis du règne de la rareté. Le capitalisme nous a sortis du règne de la pénurie. Il a apporté une immense richesse en 3 siècles d'existence, avec un simple prix à payer, la destruction progressive et radicale du monde, des subjectivités, du lien social. C'est le seul prix à payer. Et maintenant, nous sommes riches. Alors, maintenant, vous avez abordé aussi un point extrêmement important, sur y a-t-il avec donc l'économie néolibérale un bouleversement de l'inconscient? Alors, moi j'ai sur cette question, j'ai travaillé sur cette question, j'ai publié sur cette question, puisque j'ai déjà eu donc à y faire face, à la fois parce que ça m'est venu de l'extérieur, mais aussi parce que donc j'étais préoccupé par cette question. Et je ferai maintenant une réponse qui se présenterait à peu près comme cela. L'inconscient bouleversé, je dirais non. L'économie psychique bouleversée, je dirais oui. C'est-à-dire qu'il y a dans cette structure de l'âme, qu'elle soit freudienne ou qu'elle soit grecque, il y a toujours ces 3 éléments, mais donc les éléments qui sont valorisés ne sont plus les mêmes. Avant, c'était donc,
retrouve dans Malaise dans la civilisation, donc la nécessité de la répression pulsionnelle, la civilisation, c'est triste à dire, mais il faut que les pulsions soient réprimées pour que la civilisation perdure. En gros, la thèse freudienne. Donc, on entre dans une nouvelle économie à partir du moment où on dit qu'il ne faut plus réprimer les passions. Est-ce que ça change quelque chose à l'inconscient? Non, parce que l'inconscient est toujours à sa place, il est toujours dans sa fonction d'extraterritorialité. Je pense que ça ne change rien, même à la structure de la psyché humaine. Rien du tout à la structure de la psyché humaine. Mais l'économie selon laquelle, à partir de cette inversion donc, par rapport à libération des pulsions ou pas, ceci produit des effets qui sont des effets absolument nouveaux, donc avec une nouvelle économie psychique et avec une nouvelle psychopathologie. Voilà. Donc je dirais, je répète, inconscient bouleversé, non, économie psychique bouleversée, oui. Et ça m'a conduit à proposer donc cette formulation qui reprend une indication de Freud, vous savez, sur les rapports de l'inconscient et du temps. L'inconscient ignore le temps. Oui, l'inconscient ignore le temps, l'inconscient ignore l'histoire, mais l'histoire n'ignore pas l'inconscient. Il ne faut pas oublier cette construction réciproque. Et donc, l'histoire n'ignore pas l'inconscient et peut en faire quelque chose d'autre que ce qui était l'organisation psychique toujours telle qu'on l'avait connue. Parce que là, il y a eu vraiment une modification, je pense, extrêmement importante. Dernier point, enfin, sur la question de l'objet manufacturé. Oui, effectivement, le statut d'objet. Le statut d'objet dans le capitalisme n'est pas du tout le statut d'objet dans donc, la scolée grecque, où il s'agit de faire quelque chose de l'ordre de l'objet qui est, par exemple, je ne sais pas moi, le chant, le poème, comme les élèves de la scolée, à la fin de la journée, devaient produire dans ce qu'on appelle le symposium, donc tous la façon dont ils avaient réussi à produire leurs objets, qui étaient leurs objets singuliers, qui correspondaient donc à la façon dont ils avaient réussi à rendre compte donc des affects qui les traversaient pour essayer de donc leur donner une forme intelligible pour eux et communicable aux autres. Donc ça, c'était la fabrique de l'objet singulier. Mais là, avec le capitalisme, nous ne sommes plus du tout dans la fabrique de l'objet singulier. Il est récusé, l'objet singulier. Il n'est pas bon, notre objet singulier. Il n'est pas bon, pourquoi? Parce que nous avons les objets manufacturés qu'il vous faut. Vos objets singuliers, ne les fabriquons pas. C'est pas en réfléchissant dans la scolée que vous allez fabriquer je sais pas, un iPod ou quelque chose comme ça. Donc c'est d'iPod dont vous avez besoin parce que ça vous mettra en communication, etc. Vous serez toujours relié. C'est bon, l'objet manufacturé qui va donc répondre à toutes les appétences que vous pouvez avoir. L'objet donc manufacturé, le service marchand, tout ce qui peut s'acheter maintenant comme service, et je dirais au plan des industries culturelles, les fantasmes préformatés fournis par les industries culturelles, qui peuvent être les fantasmes de toute puissance, on les voit déferler en ce moment avec tous ces films. Donc c'est ça qui a considérablement changé, c'est-à-dire le discrédit sur l'objet singulier et donc l'offre considérablement élargie tous les jours sur les différents objets manufacturés qui sont offerts pour satisfaire toutes vos appétences et même celles que vous ne savez pas que vous aviez. Par exemple, le marché offre en ce moment, on a été avec Maria dans un voyage en Amérique du Nord et au Québec, on a rencontré donc plusieurs conférences, un problème qui n'est pas encore arrivé ici, mais qui va débarquer ici. Les enfants, notamment des couples LGBT, puisque donc avec le mariage, il y a eu donc en même temps la filiation, quand même
affaire pas si simple. Parce que donner en même temps la filiation, alors que, je sais pas, mettez deux hommes ensemble, deux femmes ensemble et mettez par tous les bouts possibles, ça fait pas un enfant. Il faut donc passer par... Donc la filiation, elle n'est pas directe, elle est indirecte, et ça change tout sur la filiation. Moi, je ne suis pas du tout contre le mariage homosexuel. Qui se marie, ça leur fait plaisir. Bon, je regrette le beau temps des Pasolini qui, disons, on s'en fout du mariage, ils sont sobres bourgeois, etc. Bon. Et puis, notre sexualité, on n'a pas à être fier de notre sexualité, pas plus qu'on a à être heureux de notre sexualité, elle est ce qu'elle est, mais on se débrouille comme on veut, comme on peut avec. Parce que, disons, en gros, Pasolini, dans les magnifiques lettres corsaires, par exemple. Bon, ça a changé, c'était en 1975, je dirais que Pasolini en est mort, mais bon, maintenant ça a changé, donc mariage homosexuel, ça, je suis pas contre, s'ils veulent se marier, qu'ils se marient, mais accorder en même temps la filiation me semble une question qui mérite encore débat. Qu'on puisse accorder l'adoption, évidemment, pourquoi pas, mais l'adoption, c'est pas une filiation directe. Alors, il se trouve que donc, ces enfants des couples homosexuels, Ottawa, Montréal, etc., maintenant, on leur donne, quand ils ont 8-9 ans, des substances chimiques qui retardent l'apparition des parties sexuées sur leur corps. Il y a des retardateurs d'hormones aux filles. Pour que ce soit eux qui décident. Pour que ça soit eux qui décident. Quand ils voudront décider, ils décideront de leur sexe. Et là, on a quand même un marché de la médecine, on est dans une association médecine et psychanalyse, qui offre donc de décider là où c'est déjà décidé. Vous tombez du côté homme ou femme, bon, vous êtes peut-être tombé du mauvais côté, et après vous débrouillez comme vous pouvez par rapport à ce mauvais côté. Bon, mais je ne dis pas que ça tombe toujours bien. Il est évident que des fois on se sent mal dans son corps d'homme si on se sent plus. Bon, ça peut arriver. Mais il y avait toute une série de techniques symboliques, je ne sais pas, avec le travestissement, etc. Maintenant, il y a toute une industrie considérable de la réassimilation de la sexe, une industrie chirurgicale, une industrie médicale, etc. Et donc le marché va très très loin pour vous offrir là des services que vous n'aviez pas auparavant pour soi-disant décider de votre sexe. Ce qui est une bourde. Parce que vous avez beau faire couper ce qui est en trop, rajouter ce qui manque, le gène qui s'appelle le gène SRY, donc qui donc code l'apparition de déclenchement des hormones, il est toujours dans votre corps. Donc vous faites couper ou rajouter ce qui manque, vous ne changerez pas de sexe, vous changerez de look. Vous changerez simplement de look, vous changerez de genre, mais vous ne changerez pas de sexe. Donc le marché du changement de sexe est, à mon avis, une immense supercherie qui est en train d'attraper toutes les universités nord-américaines fonctionnent là-dessus maintenant sur cette supercherie. La rhétorique du changement de sexe, c'est une rhétorique ici aussi, qui vient ici. Ça vient, bien sûr, bien sûr. C'est la base, donc ça vient ici. Et donc il y a toute une partie de la jeunesse qui fonctionne de façon rhétorique sur quelque chose qui est faux, sur une promesse fausse. Vous allez changer de sexe. Eh bien non, on ne peut pas changer de sexe. C'est regrettable, mais c'est comme ça. On ne peut pas changer de sexe. On peut changer de look, mais on ne peut pas changer de sexe. Bon. Et donc, voilà ce que le marché donc, propose maintenant comme nouveau service. Et ça va toujours plus loin dans les services qui sont proposés. Donc, pourquoi? Pour que vous puissiez exprimer votre liberté. On est dans le libéralisme et l'ultralibéralisme. Donc, dans le libéralisme, il y a bien liberté. Donc, pour que vous soyez libre d'être ce que vous êtes vraiment. Bon. Mais vous n'êtes pas libre, vous devenez les petits soldats du marché en vous servant donc, des services et des produits qu'ils proposent pour suivre
des éléments qui sont des éléments qui sont faux par rapport à la promesse qui est faite, car on ne change pas de sexe. Donc, voilà, si vous voulez, c'est ça la question de l'objet manufacturé, l'objet singulier. C'est-à-dire que maintenant, on avance toute une série de services et d'objets qui donc promettent donc de plus grande liberté, une totale liberté de choix par rapport à des paramètres à propos desquels on n'est nullement maître. On est nullement maître parce que notre espèce est construite comme ça, elle est construite sur la division sexuelle. C'est bête, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas des amibes. Nous sommes des êtres, comme tous les mammifères supérieurs, marqués par la division sexuelle. On peut en souffrir, ça c'est vrai. Mais il reste que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Et donc là, il y a une avancée donc, dans des zones intimes du marché qui fait de fausses promesses et qui développe donc une quantité infinie de services au terme desquels la promesse ne peut pas être tenue. Bon, merci beaucoup pour ce trajet à travers le siècle, le temps. Et je me disais justement, là vous avez parlé du refoulement de Mandeville, et en parlant beaucoup des Grecs, et je me disais, mais c'est la même histoire, hein, puisque les Grecs ont été refoulés pendant 10 siècles. Oui, oui. Et puis il en reste quelques bribes de texte. Oui, oui. Il ne reste pas grand-chose. Oui. Ces énormes richesses sont vraiment combattues. Et alors, ce qui est très... c'est vrai que c'est une anthropologie, comme dit Geneviève, que vous savez tracer comme ça. En passant, Geneviève était professeur d'économie dans un passé... Dans une autre vie. Justement, ça s'entend. Alors, ce refoulement permanent. Alors, d'ailleurs, l'économie, Freud aussi a donné une instance économique. Vous savez qu'aucun psychanalyste ne parle plus de cette instance-là, Oui. depuis des décennies. Oui. C'est très un peu étrange. Oui. Et par exemple, on ne parle pas de cette économie dans les effets dans le corps. Oui. Puisque c'est notre... on travaille pas mal là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on est sorti de cette affaire de, vous avez dit, pénurie, on pourrait dire misère. La misère était quand même... Alors, elle est encore dans une partie du monde. Mais on est sorti comme ça de cette misère. Et au fond, je me demande si ce que vous voulez dire, vous dites qu'à partir de cette sortie de la pénurie, on est passé du désir à l'exigence, au bout d'un moment de satisfaction d'objet, à la jouissance. Oui. On a fait 2 ans de travail sur cette question qui est vraiment à l'entrecroisement de toute une histoire analytique et lacanienne et très difficile, justement, je crois, pour ça. Alors, là, par exemple, vous dites, alors c'est vrai que là, le fétiche argent, on y est, et on a l'impression d'une spirale. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de cette indexation, mais depuis la fin des années 80, on dirait qu'il y a une spirale qui augmente et qui n'a pas de frein, n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et alors, vous dites, par exemple, les gilets jaunes. Mais où je me trompe, où ce qui est demandé, ce qui est exigé, c'est de jouir plus. Alors, il n'y a plus là. Non, mais pas que. Pas que. Beaucoup de choses. Non, mais ça veut dire que. C'est la limite quand même. Entendez-vous. C'est-à-dire que la guerre civile entre pauvres et riches, il n'y a jamais eu de guerre civile entre pauvres et riches. Ce qui se déroule, c'est
les pauvres veulent être riches. Et c'est la bataille pour... Attendez, dans l'international, c'est nous ne sommes... Vous avez parlé du tout. Nous ne sommes rien, soyons tout. Ayons tout. C'est eux qui ont tout, on a tout. Je veux dire que dans cette affaire, dans cette spirale, on ne voit pas, donc depuis quelques décennies, on ne voit pas comment porter l'arrêt, puisque ceux qui seraient, ceux qu'on supposerait venir faire limite, participent ou voudraient participer à cette spirale dans une addiction fondamentale. Et effectivement, les pauvres veulent des objets de plus en plus, et des marques, et ainsi de suite. Ça ne porte pas d'arrêt à ça. Ça nourrit. Ça va ensemble. Comme une déconnexion, en effet, et une exigence de jouissance, une déconnexion avec la question du désir, la partie supérieure. Donc moi, je cherche, à travers ces refoulements, moi j'adore la question effectivement du développement grec, on est encore dans le refoulement des Grecs. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a quelques bribes. Oui, Freud aussi a sorti quelques bribes. Il y a quelques personnes qui le font, mais non. Vous vous rendez compte, pendant 10 siècles, rien. Rien. C'est quand même stupéfiant. Alors moi, je me demande dans cette spirale, porter l'arrêt à ça, je ne vois pas quel mouvement, parce que est-ce que les mouvements actuels ne sont pas sont dans une ambiguïté telle que est-ce qu'ils poussent à maintenir cette spirale et l'augmenter ou à l'arrêter? C'est une question. Parce que là, on se demande effectivement où on va, parce que ça ne cesse pas. Moi, je me demande depuis la fin des années 80, dans une morbidité, une mortalité, c'est pas seulement l'environnement, c'est envers chacun, et on le sent à travers la mortalité, à travers la morbidité. Où est-ce qu'on donne l'arrêt? Qui donne l'arrêt? Qui aide à porter limite et à revenir vers quelque chose, en effet, qui... Est-ce que la psychanalyse même a aidé en disant allez-y, hein, allez-y, effectivement, la névrose, c'est plus la mode, c'est pas bien, c'est terne. Oui. Autant aller jouir sans entrave. Je ne sais pas. On peut parler aussi un petit peu. Ben, je ne sais pas. J'arrête. Je voudrais essayer de revoir par rapport à l'inconscient qui serait plus le même ou qui serait le même. Bon, je pense qu'on ne peut pas résoudre cette question. D'abord parce qu'on ne connaît pas l'inconscient, on ne connaît que les formations de l'inconscient, et que justement, vous parlez d'économie psychique, qu'elle peut changer et tout, et en même temps vous dites que les symptômes peuvent ne pas être les mêmes, mais ce sont une formation de l'inconscient, les symptômes. Donc à partir du moment où on dit que les symptômes peuvent changer, pourquoi n'irait-on pas que l'inconscient, là-bas, structuré comme un langage, n'oublions pas, puisse ne pas changer. Donc je laisserai la question vraiment en suspens. C'est-à-dire, je pense plus qu'il y a quelque chose de très fixe, quelque part, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Donc c'est des morceaux de réel à arracher et essayer de les parler un petit peu plus lentement, je dirais, voilà, il y a ça. Et puis, tu dis, on ne sait pas où on va. J'ai entendu les Grecs, mais avant, je veux dire, où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Ces questions se posent, puisque on viendrait des poissons, on aurait fait tout un voyage et tout. Est-ce que nous sommes finis?
Non, puisque nous ne sommes pas finis du tout d'un côté. Hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont ouvertes, et je ne voudrais pas. Je ne crois pas qu'on a la solution de tout ça. Alors c'est certain qu'à notre niveau, on se retrouve sur une crise civilisationnelle, avec des guerres qui sont là à l'horizon, et qu'on ne sait pas très bien comment demain va être. Mais avec tout ce qu'il y a sur le corps à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose de l'humain. L'humain est si fragile, puisque c'est un prématuré. Il est si fragile qu'on peut quand même se demander s'il n'y a pas quelque chose, sans parler de destruction massive, de bombes ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas quelque chose de l'humain qui... Enfin, voilà, il y a des mystères, quoi, je veux dire, et on ne peut pas avoir les réponses. J'aimerais bien quand même. Oui, moi j'aimerais pas parce que ça se fermerait. Oui, alors, je voudrais... Est-ce que tu as fini? Oui. Je croyais que tu avais fini, non? Sinon tu termines. Moi, je voulais dire, simplement qu'il y a un grand refoulé ici. Je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai lu un petit peu. Plus fort, plus fort. J'ai lu un petit peu ce que vous avez écrit. J'aime beaucoup la manière dont vous analysez l'articulation entre idéologie du néolibéralisme et puis le sujet de l'inconscient, pourquoi pas. Mais il y a un grand absent, aujourd'hui aussi, c'est Marx. Oui, mais bon, je veux dire, on tourne autour de la question de la jouissance, et c'est vrai que la jouissance, filiation Lacan, on parlait en effet, est-ce que l'inconscient est toujours le même ou pas? Mais déjà depuis Freud, l'inconscient, en effet, moi je suis d'accord avec vous, il y a la structure de l'inconscient, et puis il y a l'économie psychique qui change. Déjà, Freud le disait, le malaise dans la civilisation, quand il parle de la pulsion de mort, il dit voilà, c'est la guerre, c'est la manière dont le sujet reçoit en effet les blessures du réel. Oh, je veux dire, ça y est, c'est là, il a déjà pris lui-même dit, bah, tiens, il connaissait Marx, il disait, bon, je suis pas communiste, parce que je ne crois pas que tout le monde peut être pareil, mais Marx a raison de dire, bah, la propriété, le changement de propriété peut changer aussi l'économie psychique, il va juste là. On n'est même pas capable de dire ça aujourd'hui, hein. Enfin bon, c'est vrai. Bon, donc, c'est Lacan avec les 4 discours, avec le plus de jouir qu'il tire d'ailleurs de Marx. Hein. Voilà, exactement. Donc la question s'est toujours posée, c'est pas une question nouvelle, et je ne crois pas que les psychanalystes ont toujours essayé d'articuler, même si ils ont aussi leur petit domaine, qu'ils sont là en train de vouloir absolument un peu encercler, mais enfin bon, on a tous nos petits défauts, hein, et un peu corporatistes quelquefois, enfin bon. Voilà, donc moi je crois qu'il faut remettre Marx dans le circuit, parce que Mandeville, du coup, vous m'avez appris sur Mandeville, ça me passionne, mais comme Marx, il faut le remettre dans le circuit, parce que quand on se demande mais comment mettre fin à ça, je rappelle quand même que le capital financier, c'est pas nouveau. Hein, c'est depuis que le capitalisme existe. Et déjà, les mêmes questions se posaient au temps de Marx. C'est-à-dire au moment où le capitalisme s'instaure en tant que capitalisme. Et Marx le dit bien, le capital ne peut exister qu'en articulant capital marchand, capital industriel et capital financier. Et déjà 1845, c'était déjà l'explosion du capital financier. Et toute l'analyse de Marx, ça sera ça, c'est-à-dire de montrer, en effet, vous en avez un petit peu parlé, comment, en effet, le capitalisme s'appuie sur cette plus-value et va de plus en plus loin, et en effet, il avait tout prévu là-dessus. Mais là, Donc, je fais juste un point là-dessus, on n'est pas justement avec le capitalisme financier sur l'articulation de ces capitalismes commercial, industriel, financier. Oui, tout à fait. On est sur l'autonomisation. Voilà, mais oui, ça, oui, on appelle absolument. Il s'autonomise par rapport aux Voilà. autres. Il n'a même plus besoin d'avoir des usines. Tout à fait. Mais il y a des crises pour rappeler que... Hein, voilà. C'est-à-dire il a beau essayer il y a les crises. Hein, pour rappeler que, ben oui, à un moment donné, voilà, ça explose. Donc,
Non, je voulais simplement rappeler que ça a une histoire et que c'est pas nouveau. Et que les questions que l'on se pose aujourd'hui étaient déjà posées il y a 200 ans, dès la naissance du capitalisme. Mais c'est vrai, il y a un décrochage, et tu en as très bien parlé, Geneviève, et vous aussi, au moment en effet de l'indexation. Bon, voilà. Mais on trouve ça déjà dans Marx, mais il n'avait pas tout prévu, en effet, voilà. Juste un point d'information, je ne sais pas si vous le savez, mais un des rares auteurs du 19e qui parle de Mandeville, c'est Marx. Oui, j'allais vous le dire, oui, parce qu'on le voit dans le Capital. Capital. Il y a un petit texte de Mandeville dans le tome 3 du Capital, voilà, que personne ne lit parce que tout le monde s'arrête au tome 1. De Marx, oui. Oui, j'ai lu, j'ai relu. Le tome 3, c'est l'éloge du crime. Il y a un petit texte de Marx qui est complètement mandevillien. Oui, voilà. Et qui dit, mais ce Mandeville est incroyable, il a donné la vérité du capitalisme, et donc c'est un type génial. Et il le consacre comme un des précurseurs du socialisme. Sauf que Mandeville n'est pas il s'est planté là-dessus. Mais donc, il dit tellement crûment les choses, Mandeville, on dit, il faut libérer les passions, etc., il faut donner le pouvoir aux pervers, etc. Il dit, bon, Marx dit, voilà, il a raison. Mais donc, sauf que Mandeville ne dénonce pas, il énonce. Ça se passe comme ça. Voilà. Il est au début. Et il ne faut pas oublier que Mandeville a été, comme je le dis assez souvent, placé au bon endroit, au bon moment, avec les bons moyens. Le 1715 commence, le récit était en train de se dénouer, de se renouer. Et donc, voilà pourquoi, donc je pense, indispensable pour faire ce retour plutôt à Mandeville, qui nous permettra, je l'espère, de reprendre les points là où l'école de Francfort, c'est-à-dire la tentative de l'école de Francfort, de nouer Marx et Freud, a échoué, parce qu'elle a échoué. Donc, il connaissait bien Marx, il connaissait bien Freud, et on n'a pas réussi à nouer économie psychique et économie... Mais Lacan le noue bien avec le plus de jouer. Non, mais attendez, Lacan c'est une chose, mais moi je parle pour l'instant de Mandeville. La force de Mandeville, c'est qu'il a pu montrer qu'il y avait le plus grand rapport entre la division subjective chez l'individu et la division en classes de la société. Et c'est ça l'échec de l'école de Francfort. Ils n'ont pas jamais pu établir un rapport entre la division subjective, que vous connaissez, vous, puisque vous êtes bien passé pour la question de l'inconscient, et la division en classes de la société. Or, Mandeville a établi ce lien. C'est le texte que je vais publier donc en octobre prochain à Actes Sud. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne le titre maintenant. J'ai hésité à le donner parce qu'il est un peu cru. Ça s'appelle « Baisse ton prochain ». Baisse ton prochain, sous-titre « Une histoire souterraine du capitalisme ». Souterraine, je tiens à sortir de sous terre. Donc vous n'avez pas tellement parlé de la pornographie, mais... C'est la cité Verlaine. Alors, je sais, si quand même d'une certaine façon j'en ai parlé, parce qu'avec la libération des passions et des pulsions, on n'est pas loin. Je sais que c'est une très grosse question, mais dans le mouvement de votre réflexion, la question du nazisme, qui est un extraordinaire mouvement vers le crime et vers l'appropriation des richesses par la conquête à l'Est, comment vous voyez, très rapidement bien sûr, cette question du nazisme avec tout ce mouvement que vous avez expliqué ce soir? Alors j'ai publié un petit livre qui a été présenté tout à l'heure sous le nom donc La situation désespérée du présent me remplit d'espoir, où j'expliquais que l'ultralibéralisme, on oublie en général, l'ultralibéralisme des années 20 aux États-Unis a amené très directement la crise de 1929. C'était déjà la spéculation des terrains de Floride qui étaient déjà au fait qu'on a prêté de l'argent, on n'avait pas des gens qui n'avaient pas,
et quand la perspective haussière, comme toute perspective haussière, se met à fluctuer, voire capoter, alors donc on sollicite les individus pour qu'ils remboursent les banques, ils ne peuvent pas les rembourser, les banques s'effondrent, donc le capitalisme financier se désarticule par rapport au capitalisme industriel, ne finance plus le capitalisme industriel, les usines ferment, si les usines ferment, le chômage, etc., etc. Donc c'est très directement, donc, à partir de 1920, un président républicain ultralibéral aux États-Unis qui s'appelle Calvin Coolidge, qui vient au pouvoir pour 2 mandats jusqu'à 1929, avec le mot d'ordre suivant, plus d'affaires dans les États et moins d'États dans les affaires. C'est le mot d'ordre absolument néolibéral. C'est la mise en place du capitalisme libéral qui explose en 1929, et je fais le pari que Freud en savait quelque chose lorsqu'il publie quelques mois avant le malaise dans la civilisation. Il fait quelque chose, il sait quelque chose donc du malaise de ce monde quand on justement libère ces pulsions avides d'argent. Le résultat de tout ça, c'est des gens errants dans le monde sans travail, c'est ça aux États-Unis, et puis c'est le transport de cette crise en Europe qui fait que les gens donc, sont en recherche, puisqu'il y a le désœuvrement partout, le chômage partout, d'un homme providentiel qui va régler tout ça. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. C'est que le nazisme est la résultante directe de l'ultralibéralisme des années 1920. Et il est possible, je dis ça parce qu'il n'est pas impossible, quand on voit à l'heure actuelle les fascismes remonter partout en Europe, que quelque chose de cet ordre-là soit à nouveau à l'ordre du jour dans notre époque actuelle. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà. Donc c'est la connexion de l'apparition du nazisme et du fascisme en Italie. Le fascisme est déjà installé en Italie. Gramsci est déjà en prison en 1928. Il sortira 2 jours avant sa mort, lorsqu'il sera mort. Et le nazisme se met en place à partir de l'effondrement bancaire, financier, social, politique provoqué par l'ultralibéralisme et sa diffusion dans le monde. Voilà, je pense qu'il faut absolument faire cette... Et la solution de l'ultralibéralisme à Hitler. Oui, bien sûr, totalement, bien sûr, bien sûr. Alors, je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais je crois que c'est ça, à partir de cela, qu'il faut partir, et donc se reporter tout de suite à ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, je dirais. Serait riche d'enseignements. Oui, je suis désolé, je suis fatigué parce que je sors d'opération, comme je vous l'ai dit. On va vous remercier.